Bona tarda, benvinguts a un nou DA, Festival de Cinema de Barcelona. Gràcies per vindre a un horari una mica post-dinar, però jo crec que aquesta sessió s'ho mereix totalment. Jo crec que molts de vosaltres sabeu a lo que veniu vindre, a lo que veniu, i jo, per part de tota l'organització i com a director del festival, només volem dir que portem diversos premis espectaculars, Alice Rohrwacher, Céline Sciamma, l'any passat Bruno Dumont, i avui és el moment de donar-li un gran homenatge a Mia Hansen-Løf, una directora que va estar present a la primera edició del DA, fa molts anys, vol dir fa molt, fa més de 15 anys, però jo no faré més introducció perquè avui, per entregar-li el premi a Mia Hansen-Løf i després per fer... Primer entreguem el premi i tenim a Enrique Costa, una de les distribuïdores més importants d'aquest país i un dels millors oteadores de cinema d'aquest país, amb permís de José Luis Cienfuegos, que ens va deixar aquest any, malauradament. Així que, Enrique, sisplau, si puedes subir para presentarnos a Mia Hansen-Løf, por favor. Buenas. Como soy muy torpe para esto, me lo he tenido que escribir. ¿Vale? Voy a intentar resumir un poco lo que Mia Hansen-Løf y su cine representa para mí, que creo para algunos de los que estamos aquí, ¿no? Cuando entraba ahora en las salas y que se ve bastante poco, me ha sorprendido siempre encontrarme gente más joven, ¿no? Que ha descubierto o está descubriendo el universo de su cine y su universo ahora. Muchos lo habéis sentido como una conexión inmediata con sus películas, con esa mezcla de honestidad, delicadeza y lucidez que algunos vivimos hace años cuando las vimos por primera vez. Esa transmisión de generación en generación, ese llegar tarde pero llegar igual, es quizá una de las señales más claras de su vigencia. También, ahora que he trabajado ya unas cuantas películas con Mia, he descubierto en ella esa lucha admirable y constante por mantener una voz personal en un momento en el que la industria presiona en direcciones muy distintas. Sabemos lo complejo que es sacar adelante proyectos íntimos, de época o difíciles de financiar, y como cada película termina convirtiéndose en un pequeño combate por no ceder ante el mercado. Esa honestidad conecta profundamente con quienes trabajamos y de un modo u otro con los que trabajamos en este oficio. Para nosotros, para mí, para el equipo de Elástica y creo que para muchos de los que estamos aquí, Mia Hansen-Løf no solo es una cineasta esencial, es una compañera de generación. Sus películas han madurado con ella y de alguna manera con todos nosotros. En esa convivencia de tiempos creo que reside esa influencia más profunda. Recordamos que la vida, incluso en su aparente sencillez, siempre será merecedora de ser contada de verdad. He leído esto así del tirón, pero es la forma que más me ha salido, más correcta me ha salido para definir lo que el cine de Mia Hansen-Løf significa para mí y para muchos. Creo que es súper importante que ella siga haciendo cine, que esperemos cada 2 o 3 años que salga una peli de ellas. Esta se está retrasando un poquito más, ya nos lo contará. Y nada, sin más, yo quería invitar a que entrase aquí Mia Hansen-Løf, por favor. Thank you. I think it's better if I speak in French, maybe. I don't know, I never know. I'm sorry, I cannot speak Catalan or Spanish. I apologize. Hopefully. Donc je vais dire quelques mots en français. J'espère que vous serez traduit. Merci infiniment de m'avoir invité et pour tous ces honneurs. C'est vraiment un immense privilège pour moi d'être ici. Donc je voudrais remercier le festival DA, je voudrais remercier Carlos et je voudrais remercier Enrique qui soutient mes films depuis longtemps et pour leur enthousiasme, c'est tellement important pour moi. Et je voudrais dire aussi que
de façon générale, l'Espagne est devenue, à mes yeux, le pays qui soutient le plus fort mon cinéma. C'est quelque chose vraiment qui continue de me surprendre et de m'émerveiller. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais. C'est un pays qui est devenu aussi de plus en plus important pour moi. Mon frère vit en Espagne maintenant, à Cadix. Je vais tourner une partie de mon prochain film en Espagne, beaucoup grâce à Enrique. Et beaucoup de personnes qui aiment le cinéma en Espagne ont soutenu mon cinéma depuis longtemps et ça a compté beaucoup. Je pense aussi à Paco Poc, qui a été le premier distributeur de mes films. Je pense à José Luis Cienfuegos, qui avait beaucoup soutenu mes films aussi. Je pense aussi à des cinéastes avec qui je parle, qui expriment leur enthousiasme, comme Carla Simon, Jonas Truba, Jaume Claret. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai créé des liens. Et voilà, je sens une très grande générosité de l'Espagne à mon égard. Et je suis très bouleversée par ça, à vrai dire. Et enfin, dire que je crois que vous avez aussi beaucoup de chance, parce que s'il y a cette générosité à l'égard de mon travail, je crois que ça tient au fait que vous avez une communauté de cinéma. Vous avez je sais qu'en France, on considère qu'on a beaucoup de chance et qu'on a un socle de cinéphilie très fort, mais je crois quand même qu'aussi en Espagne, il y a en ce moment, depuis quelques années, il y a une communauté cinéphile très très forte. Et ça, c'est quelque chose que je ressens quand je rencontre les étudiants, quand je rencontre les cinéastes, les jeunes cinéastes, et je vois comment ils connaissent mes films, et c'est très impressionnant. Donc je suis très honorée par tout cet amour qui m'est donné, mais je suis aussi admirative de ce que vous réussissez à construire, je crois, ces dernières années en Espagne. Voilà, merci. Attends un moment. Precisament per la cinefília hi ha un vídeo, si em diuen que podem projectar-lo, que hem preparat, que teníem, confirmes que sí, ens veiem un vídeo i després ja entrarem en el diàleg, per això heu vingut, amb el diàleg amb el Philip Engel i la Mia Hansen-Løf. Veiem el vídeo un moment i ara ens trobem. Un moment. A slumber song, a miner's lullaby. Corridum, 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 madame, corridum, body. Ça le fait? Là, ça m'a l'air d'aller.
sí. Ahora podem fer entrega del premio, hacemos entrega del premio, una foto y entregamos ya, empezamos con el masterclass. I sense res més, us deixo amb el mestre Philip Engel, el nostre amic, i que us farà la masterclass o la xerrada, el diàleg. Vale? Moltes gràcies. Mia, merci beaucoup. Bon, je suis content parce que je ne savais pas que vous alliez faire le film en Espagne. C'est un film que ça fait des années qu'on attend et je suis très ému que vous le fassiez en Espagne. Je sais que vous ne pouvez pas beaucoup parler de ce film nouveau parce que vous ne l'avez pas encore commencé, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'est un film sur lequel je travaille depuis 4 ans, 4-5 ans. Ça a été très difficile, mais c'est de ma faute en fait, parce que non, mais c'est vrai parce que c'est un film très ambitieux, mais très complexe. Et je crois que j'ai été un peu présomptueuse en écrivant ce film. Mais c'est un film qui m'obsède, qui m'habite, qui m'excite. Enfin, depuis, ça fait 4 ans qu'il m'accompagne. Il ne me quitte pas, je ne quitte pas. Maintenant, il faut vraiment le tourner parce que ça fait longtemps. C'est un film qui se passe au XVIIIe siècle et qui parle de la vie d'une philosophe anglaise qui s'appelait Mary Wollstonecraft. Voilà. C'est un curieux, non, ce choix, parce qu'on sait que c'est une pionnière du féminisme, non, du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce personnage? C'est une longue histoire et je ne peux pas trop en parler aujourd'hui, mais je crois que c'est Mary Shelley qui m'a conduit à Mary Wollstonecraft. Je lisais des journaux intimes de Mary Shelley qu'elle a écrit après la mort de... Vous savez, Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, elle a perdu beaucoup d'enfants. Il y en a 4 qui sont morts. Son histoire est absolument terrible. Et c'est aussi l'histoire des femmes de cette époque et l'histoire des femmes écrivains notamment. Mais j'essayais de comprendre la vie de ces femmes écrivains à cette époque. C'est quelque chose qui m'obsédait un peu. Donc j'ai lu Mary Shelley, le journal qu'elle a écrit. Et en fait, j'ai discuté avec ma mère de la façon dont ce journal me bouleversait. Et ma mère, qui est une ancienne prof de philosophie, travaillait à ce moment-là sur un livre sur les femmes philosophes. Et elle a découvert l'histoire de la vie de Mary Wollstonecraft. Et j'ai eu cette discussion avec elle dans laquelle j'ai découvert que Mary Wollstonecraft était la mère de Mary Shelley et qu'elle était morte en donnant naissance à Mary Shelley. Et j'ai voulu comprendre comment c'était possible que la mère de Mary Shelley soit la femme qui a écrit Vindication of the Rights of Women et que personne ne le sait. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très peu connu par rapport à Frankenstein, qui est un livre qui, au contraire, aujourd'hui encore au cinéma, on voit tout le temps des films qui sortent, qui sont inspirés de Frankenstein, mais on ne voit pas des films qui parlent de Mary Wollstonecraft, alors que c'est une figure tellement importante. Et donc j'ai plongé et c'est comme ça que le film est né. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que je dois faire le film et j'en parlerai après. Et on peut penser que vous avez fait 8 films jusqu'à la date. Vous avez parlé de vos relations, de votre famille. Vous avez fait un film avec votre frère. On peut penser qu'un amour de jeunesse va jusqu'à un beau matin, non? Est-ce que vous avez eu besoin de changer, de faire quelque chose de différent? C'est pour ça que vous faites un film d'époque, quelque chose que vous n'avez jamais fait, une grande production? Absolument. En fait, il y a 2 choses que je pensais jamais faire dans ma vie. Une, c'était un film d'époque, et l'autre, c'était un biopic. Donc c'est vraiment... mais en fait, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent de faire exactement le contraire de ce que j'aimerais faire. Mais en même temps, c'est intéressant, je crois aussi, d'aller là où on n'a pas déjà été.
Mais j'espère que ce ne sera pas juste un film d'époque ou juste un biopic, j'espère que ce sera un film. Et oui, j'avais l'impression d'être arrivée au bout de quelque chose avec mon dernier film et j'avais vraiment besoin d'aller ailleurs. En même temps, je crois que ce sera quand même vraiment un film tout aussi personnel que mes films précédents. Vous pensez que vous pourrez maintenir votre style dans ce genre de film? Oui. Et bon, on peut parler un peu de votre style, non? Que je pense que quelque chose qui est très frappant chez vous, c'est qu'avec votre premier film, Tout est pardonné, vous avez déjà établi un peu votre propre style, non? J'observais, par exemple, vous utilisez jamais des compositeurs, et vous cassez aussi les structures des films traditionnels, non? J'ai toujours l'impression que beaucoup de fois, c'est des films cassés en deux, non? Par exemple, Le père de mes enfants, tous les autres, non? Et aussi, il y a aussi quelque chose qui est très caractéristique, c'est que vous laissez la violence et la vulgarité hors champ, non? Alors, vous avez maintenu ce style depuis le début, et vous allez le maintenir maintenant. Et aussi, il y a une autre caractéristique que j'apprécie, qu'au début, vous disiez que vous ne vouliez pas faire des grands mouvements de caméra, des grandes choses très voyantes avec la caméra, parce que vous ne saviez pas, mais vous avez maintenu cette modestie, non? Alors tout ça, vous allez le maintenir dans votre prochain film? Oui, j'ai l'impression que je cherche plutôt à creuser quelque chose. Il ne s'agit pas de refaire toujours la même chose, mais en fait, vous savez, il y a des peintres, ils ont travaillé toujours un même style et en même temps, on le creuse, et en fait, quand on creuse un style, on découvre d'autres choses et ça vous emmène ailleurs. J'ai un peu l'impression de travailler comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines idées qui ont été les miennes depuis le début, quand j'ai commencé à faire des films, à laquelle je ne peux que rester fidèle. Et comme vous dites, par exemple, le fait d'exclure la violence de mon cinéma, je trouve que le monde est extrêmement violent. Il ne s'agit pas de nier la violence du monde ou de ne pas la voir ou de ne pas vouloir en parler, mais je ne veux pas la faire rentrer dans mon cinéma. Et j'ai toujours été contre cette idée que, sous prétexte que le monde est violent, que pour critiquer même la violence, la brutalité, que du coup on allait la mettre en scène. Et pour moi, ça a toujours été comme une sorte de manifeste de mon cinéma, de pas faire rentrer dans l'écriture et dans la mise en scène des effets en rapport avec la violence. Je parle aussi d'ailleurs d'une certaine violence qui peut être émotionnelle parfois. C'est très facile de faire pleurer les gens ou de les effrayer ou de les choquer avec des choses vraiment mécaniques. Et moi, je crois que j'ai toujours essayé de travailler sur une émotion qui ne provienne pas de ces mécanismes, que je vais chercher ailleurs et qui proviennent d'un sentiment de la vie. Voilà, mais c'est une quête, c'est la quête de toute une vie. C'est pas quelque chose qu'on atteint vraiment, c'est quelque chose qu'on continue de chercher film après film, de différentes manières. Je veux dire, j'aurais jamais fini avec cette quête. Mais on pourrait dire que votre cinéma, il cherche, c'est pas une imitation de la vie, c'est comme, bon, je pense à la chanson Gracias a la vida, non, qu'il y a dans Un amour de jeunesse. C'est peut-être une façon de remercier la vie en essayant de reproduire les moments les plus précieux de la vie, d'une certaine façon. Oui, en même temps, je trouve que la vie est aussi cruelle. Je crois que la cruauté de la vie ou le tragique de la vie rentre aussi dans mon cinéma. Donc mon cinéma ne cherche pas à regarder que le côté heureux et plaisant de l'existence, loin de là, mais il cherche une lumière. Donc je crois que mes films cherchent à regarder la vie pour ce qu'elle est, dans toutes ses contradictions, aussi dans sa dureté, dans sa violence, mais en essayant quand même d'aller du côté de l'humain et d'aller chercher la lumière. Je crois que je ne pourrais pas faire un film qui irait uniquement vers la noirceur. Même si je peux admirer des films qui osent faire ça, pour moi, les films, ils m'aident à vivre. Donc, si je faisais un film qui n'était que dans la quête d'une noirceur, ça me ferait du mal. Et ça, je peux pas faire ça. Donc, mes films sont aussi, pour moi, une tentative de devenir plus philosophe, finalement. D'apprendre à vivre, de mieux comprendre la vie.
Ouais, parce que le point de départ, c'est toujours un drame, non? Il y a un deuil, il y a des problèmes de drogue, de couple, non? Et après, il y a un voyage vers la lumière. Et dans ce prochain film, vous pensez que ça sera aussi un voyage vers la lumière? Vous verrez. Est-ce que ce serait possible d'avoir un tout petit peu moins de lumière sur nous? Parce que en fait, je vois pas du tout le public et j'aimerais bien vous voir. Potser una mica mais menys peut-être c'est de pas llum. possible. Je demande juste parce que si jamais je vous Una voyais... mica menys de llum que no veu el públic. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais... Mais aussi, vos films, c'est des... Il y a quelque chose de fantomatique aussi dans vos films, je pense. Pas dans le sens fantastique, mais je pense que... Bon, j'aime beaucoup Dirk Bogarde, non? C'est mon acteur préféré, non? Et il écrivait aussi des romans. Et il y a un moment, dans un roman, il parlait des fantômes qu'on a tous dans la tête, non? Et il y a un moment, il a écrit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « J'ai tué un fantôme », non? C'est tuer un fantôme, comme quoi tous on a des fantômes, des histoires qu'on ne peut pas oublier, non? Et il y a un moment où ça s'arrête. J'ai l'impression que vos films aussi parlent un peu de ça, non? Des obsessions. Oui, j'ai jamais eu l'impression d'être aussi proche des fantômes que quand j'étais à Foreux pour Bergman Island. C'est vraiment un film où, quand j'ai fait ce film, j'ai ressenti ça d'une manière vraiment puissante. C'était une expérience vraiment assez magique pour moi, au sens littéral. Mes films sont toujours identifiés à un certain réalisme. Je travaille sur la réalité, c'est ça qui m'intéresse, je crois à ça, mais en fait, à travers la réalité, je cherche quand même, bien sûr, autre chose qui a à voir avec l'invisible. Donc c'est difficile de définir, c'est le mystère de l'existence, c'est l'invisible, c'est les fantômes. Chacun peut... Les obsessions aussi. Comment? Les obsessions. Oui. Chacun peut mettre ses propres mots là-dessus, mais ce qui est sûr, qui est clair pour moi, c'est que le travail... sur la réalité et sur le réalisme, il me sert à essayer d'aller au-delà des apparences. Et je voulais aussi, il y a quelque chose dans votre... On a vu le vidéo, il y a beaucoup de déplacements dans vos films, non? Des scènes que chez d'autres metteurs en scène, ça serait des scènes de transition qui passeraient très vite, non? Il y aurait un monsieur qui prend la voiture et il serait tout à coup dans son travail. Et vous... vous prolongez ces scènes, non? Je pense à un amour de jeunesse quand elle est dans la rivière, non? Et je me demande toujours comment vous écrivez ça, non? Parce que c'est des scènes sans mots. Comment vous planifiez ça et comment vous les travaillez, ces scènes-là? Je crois que j'en étais pas très consciente et en fait c'est à force qu'on me dise que dans mes films, on voit beaucoup les gens marcher. C'est vrai que j'ai filmé beaucoup les transports, j'ai filmé les gens en train, en bateau, même en avion. Je filme beaucoup les déplacements, les voyages et les gens qui marchent. Et je crois que pour moi, ça fait partie de la façon... Quand je fais des films, ce sont toujours des portraits de personnages. Et pour faire ces portraits, j'ai besoin de les voir bouger. J'ai besoin de les voir comment ils bougent, parce que c'est quelque chose de leur présence, leur rythme. Ce sont des moments de silence. Je ne pourrais pas faire un film qui soit juste une succession de scènes dramatiques où les gens... juste parle, j'ai besoin de voir bouger mes personnages pour les ressentir dans leur vie, dans le temps qui passe. Donc c'est quelque chose d'instinctif en fait. C'est pas une décision que je prends, c'est naturel pour moi d'écrire comme ça. Et il n'y aurait pas une influence un peu, parce qu'on parle toujours de vous comme de la post-nouvelle vague, non, comme une héritière de la nouvelle vague, de quelqu'un de très français, mais on voit aussi je pense qu'il y a peut-être une influence du cinéma oriental, non? Je pense dans la façon dont vous filmez les trains, non? Ça me fait penser à Ozu, ça fait penser à Rouge-Haussien, ça fait penser à Café Lumière, non? Et peut-être dans ce côté un peu contemplatif de votre cinéma, de ces scènes silencieuses, des gens qui font des choses mais qui ne disent rien. Est-ce que vous pensez que ça vient un peu de là? Je crois que ça vient c'est une question de sensibilité, non, de personnalité avant tout. Mais c'est vrai que je suis très sensible à un certain cinéma asiatique, enfin au cinéma d'Ozu notamment. Je les revois très régulièrement et il y a quelque chose dans une sorte de regard contemplatif sur la vie, sur la famille, sur les relations entre les générations. Une façon aussi d'être à hauteur
à hauteur d'homme. On est à une époque où le cinéma est de plus en plus, je trouve, écrasé par la technique, la machinerie. On a de plus en plus de plans de drones. Enfin, ça devient vraiment, ça fait partie de plus en plus du langage. Les plans de drones, c'est horrible. Et en tout cas, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte vraiment, où est le regard, voilà, parce que au cinéma, quand même, tout est question de regard, c'est le regard qu'on porte sur ces personnages, la distance, d'où on les regarde, et je crois que pour moi, le style est vraiment déterminé par cette question du regard et de vouloir être à hauteur d'homme ou à hauteur d'enfant, de jamais me mettre au-dessus des personnages. Bon, et bon, il y a aussi une recherche d'une certaine élégance, non? On parlait aussi de laisser un peu la vulgarité et la violence, mais aussi il y a une nécessité de trouver l'élégance du monde, non? Et aussi, je pense à vos acteurs, non? Je pense que dans le choix de vos acteurs, vous cherchez aussi quelqu'un que vous puissiez aimer d'une certaine façon, non? Oui, je parlais de ça ce matin avec des jeunes cinéastes qui font une résidence. On parlait du rapport au personnage et au fait que moi, je ne pourrais pas faire un film sur des personnages que je n'aime pas. Raison pour laquelle je ne pourrais pas faire un film sur des nazis, par exemple. Et c'est toujours pour moi comme une ligne rouge, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille faire des films que sur des personnages aimables. Et les personnages peuvent avoir plein de côtés dark et bien sûr que je peux faire rentrer dans mes films des personnages désagréables, mais je ne pourrais pas faire tout un film centré sur un personnage que je méprise. Parce que je pense que le cinéma, on ne peut pas éviter au cinéma que quand on filme quelqu'un, il faut l'aimer. On ne peut pas filmer contre. Pour moi, ça c'est vraiment une chose essentielle. Je ne peux pas faire un film contre un personnage. Et parce que si on fait contre, forcément on manipule, on va chercher un acteur et on va lui demander de jouer quelque chose qui est fait pour provoquer la détestation du public. Pour moi, c'est contraire à l'idée même du cinéma. Quand on fait des films, on regarde, on prend le temps de regarder, on met en lumière, et qu'on le veuille ou non, ça crée de l'empathie. Donc en fait, je vais filmer des personnages chez qui je vais forcément trouver quelque chose à aimer. Je ne vais jamais filmer contre mes personnages. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui définit mon rapport aux acteurs. Et du coup, je travaille toujours avec des acteurs que j'aime, évidemment. Et ce que je cherche avec eux, c'est, je crois, toujours d'aller vers une forme de simplicité, ce qui peut paraître facile, mais que je trouve très difficile. Enfin, en fait, je trouve que la simplicité, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile pour les acteurs. Ça me frappe à chaque film quand je fais des auditions, à quel point les acteurs, que ce soit des acteurs avec peu d'expérience ou avec beaucoup d'expérience, ils peuvent avoir vraiment du mal à être simples, à être directs. Et moi, mes films, que ce soit avec des enfants, des adolescents ou des acteurs professionnels, dans le travail avec les comédiens, j'essaye toujours de les dépouiller de masques, de tics, voilà. C'est pas la performance qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer d'accéder à une forme d'innocence. Et c'est vrai aussi bien quand je filme Isabelle Huppert que quand je filme des enfants, voilà, de trouver l'innocence, d'arriver à filmer ça, à capter à atteindre une forme d'innocence chez les acteurs, tous. Et je pense qu'il y a beaucoup d'harmonie dans vos tournages, non? Et vous n'avez jamais eu de problème, à une exception près, avec des acteurs, je pense, non? Vous êtes bien informés. En général, ça se passe très bien. Les plateaux de mes films ne sont pas des plateaux conflictuels. C'est aussi, vous savez, avant, il y avait un peu cette mythologie du réalisateur qui est dans un rapport violent avec ses acteurs. Enfin, il y avait cette idée un peu en France, notamment, qu'il fallait être très brutal avec les acteurs pour arriver à une sorte de vérité. Je ne crois pas du tout à ça, même s'il y a des exemples de grands cinéastes qui peut-être ont fonctionné comme ça. Mais je crois beaucoup plus dans la confiance
que la confiance qu'on peut créer dans la relation avec des acteurs, que cette confiance va permettre aux acteurs de donner beaucoup plus. Et j'ai vu ça notamment avec les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Je crois que ce qu'ils m'ont donné, je l'ai eu grâce à la confiance que j'avais construite avec eux. Je me souviens un jour que j'ai rencontré Luis Doulan-Queslin, qui est le héros Le père de mes enfants. Et je lui ai dit, j'aime beaucoup ce film, j'ai parlé avec lui, blablabla. Il m'a dit, moi aussi j'aime beaucoup, surtout la deuxième partie du film. C'est la partie où il n'est pas, et je trouvais que c'est quelque chose de pas très habituel chez les acteurs. C'était pas vrai, hein, il dit ça. Il disait ça pour vous plaire, mais je pense qu'il préfère la première partie quand il est là. Hein, c'est quand même un acteur. Hein. Non, mais Louis-Do, il avait sa fille dans le film aussi. Donc, dans Le père de mes enfants, j'ai travaillé avec un acteur qui joue ce producteur et il meurt au milieu du film et après on reste avec la famille et notamment avec sa fille et c'est joué par sa propre fille. Donc je crois que Louis-Do était aussi très ému de voir sa fille dans ce rôle, évidemment. Et bon, c'est un film alors qui parle aussi des difficultés de l'argent, parce qu'on sait que vous aimez tourner, on sait que vous aimez écrire, on sait que vous aimez monter, mais quand vous êtes dans cette période de financement, vous souffrez aussi, non? Ah oui, je souffre, oui. C'est pour ça qu'on avait tellement souffert avec vous, de vous voir 4 ans avec ce film. Non, mais après, il y a des films qui sont plus longs à... Je veux dire, sur le moment, c'est très pénible, mais au fond, je suis aussi en paix avec l'idée qu'il y a des films... Certains films, ça va très vite, il y a une vitesse, et moi, je suis plutôt quelqu'un de la vitesse. C'est vrai que j'aime pas forcément l'idée de passer 5 ans avec un film, ça me correspond pas forcément, mais ce film-là, c'était un film très, 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 très ambitieux et difficile, historique, ça pouvait pas se faire en vitesse. C'était vu le temps que aussi je passe, mais oui, c'était une bataille. Oui, c'est une bataille de faire les films. Et mes films sont à chaque fois une bataille. Jamais, je crois pas avoir fait un seul film où je peux dire, ah ça c'était facile, on l'a fait comme ça, j'ai trouvé l'argent et hop, hop, hop. Jamais. Ça a toujours, chacun de mes films, il y a eu, à chaque fois pour des raisons différentes, aussi parce qu'on a eu c'est l'histoire de la vie des films, on a eu des mésaventures, mais chaque film... C'était une bataille, mais là, je dirais que sur 1 à 10, si je faisais une échelle de 1 à 10 dans la difficulté, avec celui-là, je dirais vraiment 9,5 quand même. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le titre qui est si beau, non? If Love Could Die, non? If Love Should Die. If Love Should Die, sorry. Excusez-moi. Bon, c'est vraiment la dernière chose que je vous dis sur ce film. Hein. Oui. Il essaye hein, quand même, hein, il revient à chaque fois. Hein. Virginia Woolf a écrit un magnifique essai sur Mary Wollstonecraft. En fait, elle a écrit un livre qui est une série de portraits de femmes. Et dans ce livre, qui est cette série de portraits de femmes, il y a un portrait de Mary Wollstonecraft. Et en fait, elle cite, dans cet essai, en parlant d'elle, en parlant de ses idées, il y a cette phrase. If Love Should Die. Mais en fait, ça se réfère aux idées de Mary Wollstonecraft sur le mariage. En fait, une des grandes idées de Mary Wollstonecraft encourageait les femmes à ne pas se marier. Parce qu'à l'époque, le mariage était vraiment une forme d'esclavage, du fait de tout ce que le mariage impliquait. Une fois que les femmes étaient mariées, elles perdaient toute leur liberté. Et Mary Wollstonecraft se battait pour l'éducation et l'émancipation des femmes. Et donc, elle a dit quelque part elle a formulé quelque part le fait qu'il fallait pouvoir... Qu'un des problèmes du mariage, c'est que l'amour parfois peut s'arrêter. Et que si l'amour s'arrête, il faudrait pouvoir reprendre sa liberté. Mais avec le mariage, au XVIIIe siècle, ce n'était pas possible. Et donc, cette expression « If Love Should Die » vient de là. Ça me paraissait très romantique, non? D'accord. Et maintenant, vous êtes en train de chercher les lieux. Comment vous appréhendez les lieux qui sont aussi, les paysages sont si importants dans vos films? Comment vous les appréhendez? C'est vrai que les décors, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Pour moi, je passe énormément de temps sur les décors, plus que des répétitions. Parce que mes films se prêtent pas vraiment à la répétition parce que j'ai beaucoup de petites scènes. Et les scènes dépendent beaucoup des décors, donc c'est pas évident de répéter les scènes avec des acteurs. Donc je répète pas énormément. En revanche, je prépare énormément mes films
dans les décors. Je passe énormément de temps dans les décors avec ma script, quelque chose qui est assez peu conventionnel, assez peu habituel. J'ai besoin d'avoir un rapport intime avec les décors, donc j'essaye de les trouver le plus tôt possible, ce qui n'est pas toujours possible. Là, dans le cas présent, c'est pas possible, mais j'essaye, en tout cas, je fais tout ce que je peux pour trouver des décors que je vais pouvoir habiter, connaître intimement pour vraiment être à l'aise pour les filmer. C'est quelque chose, oui, d'essentiel pour moi. Et aussi les appartements, non? Parce qu'on voit tous ces appartements. Est-ce que on imagine que c'est des appartements réels, que c'est des appartements de personnes que vous connaissez, de la même façon que vous avez fait participer. Vous n'avez pas seulement fait des films sur votre famille, mais vous avez fait aussi des films avec des gens de votre famille, non? Au-delà de votre frère avec lequel vous avez écrit Eden. Je sais qu'il y a aussi... Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel membre de votre famille apparaît dans vos films? Non, parce que ce serait trop long. Je peux vous dire que dans mon dernier film, j'ai filmé ma grand-mère qui avait 100 ans. Et elle est morte quelques mois après. Dans un beau matin. Dans un beau matin. Et c'était très émouvant pour moi C'est aussi pour ça qu'on fait des films, pour se souvenir, pour garder la trace. Moi, c'est beaucoup pour ça. La question de la mémoire est vraiment au cœur de mon cinéma. Dans tous mes films, il y a quelque chose qui a à voir avec la mémoire. Et je savais que ma grand-mère allait bientôt partir. Et c'était quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Donc je l'ai filmé dans sa cuisine. Elle n'avait pas vraiment de texte. J'ai vraiment filmé comme ça, comme une petite scène documentaire dans mon film. Et ça a été quelque chose de je suis très heureuse d'avoir pu garder cette trace-là dans un de mes films d'elle. Et maintenant que vous avez soi-disant abandonné votre période autobiographique, non? Comment vous expliquez cette pulsion autobiographique que vous avez eue de parler de votre intimité, de vos relations, et en même temps, on voit que vous êtes quelqu'un une personne pour laquelle la pudeur, non, est quelque chose de très important. Il y a comme une nécessité de parler de votre vie, non? Et en même temps, il y a la pudeur, non, comme deux mouvements contraires. Non, que je pense que ça définit assez bien tous les 8 films que vous avez fait jusque-là. Mais en fait, je crois que la question, c'est celle de la définition de l'autobiographie. Parce qu'en fait, on utilise ce mot, mais c'est assez ambigu, le sens de ce mot. Si on réfléchissait au sens strict, mes films ne sont pas autobiographiques. Parce qu'en fait, aucun de mes films... J'ai pas fait un film qui raconte réellement ma vie. À travers la fiction. Je vous assure que ça ressemblerait à aucun de mes films si je racontais vraiment ma vie. Et mes films sont tous des réinterprétations. C'est sûr, mais il y a une base, non? Oui, bien sûr, mais parce qu'on... je fais des films qui sont très très personnels et je fais des films, j'ai besoin que chaque film, de sentir vraiment une nécessité intime à chaque film. Des films sont comme des marqueurs de ma vie. Chaque film, c'est comme un moment de ma vie, c'est comme un journal, on pourrait dire, mais c'est quand même de la fiction. Je sais que c'est difficile à comprendre parce que c'est facile de dire « Ah, mais ça, c'est inspiré par ma mère, ça, c'est mon frère, ça, c'est... » Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de transformations. Et ce que je trouve excitant, c'est justement ce mouvement de la vie vers le cinéma. Donc en fait, je cherche à trouver une vérité à ma vie, mais je travaille à partir du matériau de ma vie, mais pour construire quelque chose qui quand même est autre chose. Donc je dirais que c'est très ambigu, mais mes films ne sont jamais littéralement des autobiographies. Même quand j'ai fait Bergman Island, qui était vraiment perçu comme peut-être un film très autobiographique, parce que c'était sur une cinéaste comme moi, mais j'ai jamais été avec le père de ma fille à Foreux, jamais. Donc c'était quand même aussi très imaginaire. Voilà. Et mes films, ils sont vraiment un croisement entre ce point de départ qui peut paraître autobiographique et une reconstruction imaginaire. Non, j'ai dit autobiographique, mais j'aurais pu dire autofiction. Ça se rapprocherait un peu, mais c'était plutôt de parler de cette nécessité, non, de parler de quelque chose de si intime et en même temps se retenir, non? Et je pense que c'est quelque chose qui fait votre style, non? Et c'est difficile d'expliquer pourquoi, non? Parce que c'est l'inspiration. Moi, j'ai toujours vécu ça plutôt comme un handicap
de ne pas pouvoir écrire autrement. Moi, j'aimerais bien écrire autrement, écrire des choses où on voit moins la ressemblance avec ma vie. Mais en fait, dès que j'essaye de... Je ne peux pas tricher, en fait. J'ai une espèce de sincérité, ou je ne sais pas, par rapport à ça, où c'est le rapport que j'ai avec l'authenticité de mes personnages, des histoires, qui fait qu'il y a des choses que je peux pas les changer, où j'ai l'impression de mentir, ou de déguiser, ou de trahir. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait mon 5e film, L'Avenir, avec Isabelle Huppert, c'était l'histoire d'une prof de philo, son mari la quitte, elle essaie de continuer sa vie seule. Et quand j'ai essayé de financer le film, c'était très difficile, comme chacun de mes films. On m'a beaucoup dit « une intello, cinéma français encore, sur une intello, pourquoi tu ne te transposes pas? Pourquoi elle ne pourrait pas faire autre chose que prof de philo ?» J'aurais pu déguiser, j'aurais pu prendre, au lieu, parce que ma mère est prof de philo, j'aurais pu faire vraiment les faire autre chose. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens, parce que tout ce qu'elle ressent, et surtout la façon dont elle va se reconstruire après avec les livres, et comment la pensée, la place que la pensée occupe dans sa vie, et la force qu'elle tire de la philosophie, c'est vraiment au cœur du film. Donc c'était pas possible de transposer. De même, quand j'ai fait mon 2e film, Le père de mes enfants, sur un producteur, le métier de producteur, c'est quelque chose d'unique. Rien ne ressemble à un métier de producteur de cinéma. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Cette énergie-là, cette chose collective, cet amour du cinéma sont des choses, je trouve, très particulières. Et je ne voyais pas comment le transposer. Donc ça a vraiment, je crois, à voir avec la précision des choses que j'essaie de raconter qui ne sont pas transposables. Et je voulais dire, mais il y a quelque chose de très fondationnel dans le divorce de vos parents, non? Parce que je pense que vous avez fait un premier court-métrage sur le divorce de vos parents, et c'est une idée qui revient souvent dans vos films, non? Dans Un amour de jeunesse, dans L'Avenir, dans Un beau matin, un peu comme Steven Spielberg, non? Qui avait aussi Est-ce que ça a été un déclenchement de votre quête dans la fiction? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que quand mes parents sont séparés, j'avais 20 ans, donc ils se sont séparés très tard, et j'ai écrit mon premier court-métrage à ce moment-là, à partir d'une petite scène que j'avais vécue avec mon père, quand mon père nous a annoncé la séparation avec ma mère. C'était un moment très, très fort, très spécial. Et j'ai écrit mon premier court-métrage comme ça. Mon premier court-métrage, c'était juste cette petite scène que j'ai réécrite à ma façon. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais je ne sais pas si c'est l'entrée dans l'âge adulte ou quelque chose de la maturité, mais ça a été le début du cinéma pour moi. C'est-à-dire que, en fait, avant ça, j'essayais d'écrire, mais j'écrivais pas des scénarios, c'était très difficile. Et tout à coup, quand mes parents se sont séparés, j'ai vécu ce moment et j'ai écrit cette scène. J'ai fait ce court-métrage et c'est là que j'ai su que je serais cinéaste. Donc peut-être, oui, peut-être qu'il y a un lien entre, même si je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est peut-être que c'est pour ça que c'est quelque chose qui revient dans vos films, non? Peut-être. Et quand vous écriviez, vous vouliez faire de la littérature, et je sais que vous ne vous sentiez pas très bien, que vous étiez un peu frustré, mais vous avez trouvé votre place dans le cinéma, parce que vous avez été actrice en fin d'août, début septembre, non? Et vous avez découvert la magie du cinéma à travers un tournage, non? C'est assez curieux comme début, non? Pourquoi? Parce que vous avez commencé en tant qu'actrice, mais vous aviez... Parce que normalement, on dit que les tournages sont un peu ennuyeux, tout ça. Et vous avez tout découvert, non? Ah non, pour moi, c'est vrai que ça a été le tournage, l'expérience du tournage, ça a été l'autre, vraiment une révélation. Ça reste vraiment quelque chose, un souvenir très très fort. Et pourtant, je me suis pas découvert une vocation d'actrice, ou je me suis retrouvée sur ce film un peu par hasard. Même si c'est jamais vraiment un hasard, on peut dire c'est aussi le destin, mais j'étais pas dans un milieu de cinéma, je passais pas des castings.
Ils sont venus dans le lycée où je faisais des cours de théâtre, dans mon lycée, ils sont venus chercher des adolescents, et c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Mais l'expérience, en fait, c'était l'expérience collective de la fiction. Moi, ça a vraiment été ça qui a changé ma vie. C'est de découvrir comment, à travers la fiction, on peut à la fois être soi-même un autre, être soi-même en étant un autre. Et pour moi, ça, c'était vraiment une libération. Et à partir de là, l'idée de la fiction de cinéma et du cinéma comme façon de se réaliser en créant à travers une autre vie, ça ne m'a plus jamais quitté. C'est comme une drogue, hein. D'ailleurs, c'est une drogue pour beaucoup de gens quand même. Je me souviens, quand j'ai fait mon premier film avec cette jeune fille, Constance Rousseau, qui joue dans mon premier film, elle m'a dit après, ah ça y est, tu m'as passé le virus du cinéma. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est quand ça rentre en vous, et je pense que beaucoup de gens qui ont besoin du cinéma dans leur vie, comme moi, ressentent ça. Il y a quelque chose de l'intensification de la vie quand même au cinéma. Et moi, adolescente, j'étais très perdue, très mélancolique, et tout à coup, en étant sur un plateau, en vivant, c'est comme si la vie était accélérée, intensifiée, et je me sentais plus vivante, quoi. Et ce sentiment-là, il m'a jamais quitté. Et je crois que c'est pour ça que j'aime tellement les tournages. C'est vraiment un peu comme une drogue, franchement, une addiction. C'est quand, au bout de quelques temps, ça me manque vraiment. Là, ça fait 5 ans que j'ai pas tourné. C'est terrible, quoi. C'est vraiment quelque chose de difficile. Alors même qu'un tournage, parfois, c'est épuisant, c'est vraiment difficile. Quand on sort d'un tournage, on peut se dire « Ah, plus jamais ça !» Parce que des fois, on sort de là, on est vraiment... Mais en fait, c'est quand on a vraiment ce rapport que j'ai et que beaucoup, à mon avis, de gens qui aiment le cinéma ont avec le tournage, c'est quelque chose de très, très, très puissant et qui peut faire paraître la vie à côté un peu en dessous, quoi. Alors on pourrait dire que le cinéma est une drogue contre la mélancolie. Pour moi, absolument, oui. Et je ne sais pas maintenant si quelqu'un veut poser des questions. Si ara podeu fer preguntes. Jo tampoc veig res. C'est mieux comme ça. Ça va? C'est mieux quand je vois. Ja, oui. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez dit que vous avez un costume pas assez usuel, que vous allez au décor du film avec le script. Le script, ça veut dire le scénario ou ça veut dire la personne qui fera le script? Parce que La personne. La personne. Et alors, pourquoi avec le script? Parce que nous avons l'idée des scripts d'une autre façon que... Je sais que c'est pas quelque chose de courant, c'est pour ça que je le dis. La script, pour ceux qui ne savent pas, peut-être parmi vous, c'est celle qui normalement s'occupe des raccords, qui suit le scénario, qui vérifie, c'est quelque chose d'assez technique normalement. Mais en fait, il se trouve que j'ai une script vraiment géniale, avec qui je travaille depuis toujours. Et elle a une sensibilité, je trouve vraiment qu'elle a une très grande sensibilité, une très très grande finesse, et donc ça n'a pas à voir avec le métier de script, ça a à voir avec elle. C'est vraiment du fait de sa personnalité, on a développé cette relation très très forte, cette très grande complicité, et c'est avec elle que j'ai créé le dialogue artistique, c'est avec elle que je suis le plus proche artistiquement. Et en fait, j'apprécie beaucoup qu'elle soit là très tôt dans le processus du film avec moi, parce que comme ça, elle comprend tout ce que je veux faire, toutes les nuances des scènes, du jeu, et en fait, on va ensemble sur les décors, on joue les scènes ensemble, et on réfléchit à la façon de le filmer, et pour moi, c'est un immense plaisir. En fait, c'est un des moments de la préparation des films que je préfère, parce que c'est un moment de liberté. Il n'y a pas toute la pression du tournage qu'il va y avoir après, il n'y a pas toutes les tensions, parce qu'il y a toujours des tensions sur les plateaux. Mais ça irait pas avec une autre personne alors? Non, comment? Avec une autre personne, ça ira pas comme ça. Non. Avec une autre personne que la script, vous voulez dire? Non, c'est vraiment avec elle. C'est vraiment avec elle. Et après, comme ça, sur le tournage, elle a cette très grande connaissance et compréhension de mon film. Donc on a vraiment une relation très, très forte.
Et ça, vous faites ça pendant l'écriture du film aussi, non? En même temps? Après, non, quand j'écris, c'est très solitaire. C'est vraiment après l'écriture, quand je prépare le film. J'adore beaucoup vos films. Et il y a dans plusieurs films, il y a le passé du temps et comme un autre personnage là-dedans où je trouve qu'il y a un talent super extraordinaire de parler ce qui passe avec les personnages et le temps. J'ai admiré ça dans Un amour de jeunesse, par exemple. Et je voulais vous demander, est-ce que vous savez, depuis quand vous commencez à écrire, vous savez déjà où ça va aller, ou bien vous découvrez parce qu'il y a comme une conclusion, mais ce n'est pas une conclusion d'un thème ou qu'on peut dire dans une phrase, c'est plutôt un sentiment qui reste à moi quand j'ai vu le film, quand il est terminé, avec ce passe du temps. Je ne sais pas si la question est trop claire, mais bon, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur comment vous écrivez avec le passé du temps? Merci. Oui, je sais où je vais quand j'écris. Mais d'abord, je passe du temps à prendre des notes et tout ça. Je ne sais pas tout de suite, mais quand je commence à écrire le scénario, vraiment, avec les scènes, là, je ne peux pas le faire si je ne sais pas où ça va. J'ai presque toujours... j'ai pas forcément tout le chemin, mais j'ai la fin. C'est très important pour moi d'avoir une direction. J'aimerais bien pouvoir faire comme certains cinéastes écrivent au fil de la plume. Ils commencent à écrire et puis ils ne savent pas où ça les mène. Et j'adorerais écrire comme ça, mais moi non, parce que je crois que, comme vous le dites, le passage du temps est tellement important. Dans mon cinéma, il y a vraiment cette idée du passé, le présent, l'avenir. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, malheureusement. On vit avec le passé, mais on ne peut pas faire que le passé soit pas le passé. Donc c'est cette conscience du temps qui a passé, comment ça vous construit, comment ça vous définit, c'est quelque chose de très aigu chez moi. Et du coup, de la même façon, la question de la chronologie est très importante dans mes films. Donc je passe beaucoup de temps à travailler sur le mouvement du film et sur le passage du temps dans le film. C'est vraiment, quand je commence à écrire, en général, quand j'écris le scénario, ça va assez vite. Mais par contre, je peux passer parfois beaucoup de temps à travailler sur cette question de la chronologie. Et quand je commence à écrire, j'ai presque toujours en tête la dernière scène du film, par exemple. Ça m'aide, ça me donne une direction. Avec des dates très précises, beaucoup de fois. Des dates, oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Ici, je voulais savoir, maintenant que vous disiez ça sur les métiers de vos personnages, le métier de Léa Seydoux en vos matins, c'est traductrice. Et moi, je pensais beaucoup à pourquoi elle est traductrice. C'est pour moi quelqu'un qui vit un peu à travers des mots des autres, mais qu'elle n'a pas pris sa vie vraiment pour certaines raisons. Et je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi la traductrice comme métier de ce personnage. Je crois que quand je choisis les métiers de mes personnages dans mes films, souvent je pense à des métiers que j'aurais pu faire si j'avais pas fait des films. C'est souvent ça je fais pas, parce que j'ai besoin que ce soit des métiers que j'aime ou qui m'intéressent ou qui me touchent. Et moi, j'ai fait des études d'allemand. Mon père, il avait la double nationalité autrichienne et il avait un grand-père danois. J'ai vraiment des racines européennes multiples. Et mon père était traducteur aussi. Il était professeur de philo, mais il traduisait aussi de l'allemand vers le français. Donc j'ai grandi dans un univers comme ça, très bilingue. Et je crois que ça a façonné, y compris mon rapport au cinéma d'ailleurs, parce que mes films, je suis française bien sûr, mais mes films, ils ont toujours beaucoup voyagé. J'ai toujours été attirée vers d'autres pays d'Europe. Je me sens profondément européenne
plus que française. Et je crois que ça tient beaucoup à l'histoire de mon père et au fait qu'il était traducteur et que dans ma famille, du côté de mon père, et beaucoup de gens ont vécu dans beaucoup d'autres pays et ont parlé beaucoup de langues. Donc mon histoire est imprégnée de ça. Donc c'était assez naturel pour moi. Je pense que c'est ça qui m'a conduit vers ça. Aussi l'intérêt pour les mots, pour la langue. L'architecture aussi. Hi Mia, I'm gonna do my question in English because unfortunately I don't know French. But my question is regarding the budget and how have you been able to be truthful to the essence of your films when you have a tight budget, and has it been an opportunity in the end? Has it been a restriction? And how have you seen the evolution through your different films as the budgets and maybe the teams get bigger? Budgets are always the tricky thing. Like, I would never say that I enjoy having all my films under-financed, you know. But you try to make the most of it. You try to be creative about the lack of money. You know, I think it's a very common thing. I think most directors who make personal films or art house films, they don't have enough money. So you have to deal with it. And then it's about how you deal with it without compromising with your ambition, artistic ambition. And it's easy to say. It's not always easy to do. So I would not say it's nice and I enjoy working with not enough money. Really, I would never say that, because ultimately where I find it the most difficult is how much it means you have to carry yourself. That I find is really the most difficult part, because not having enough money to make a film, it's not so much about not having the right furniture in the room. You know, ultimately it's about you have to work double or 3 times or 4 times more to achieve what you want, because you don't have a whole team, you don't have the assistants paid for months. So I've been, for instance, with the film I'm preparing now, I feel like I've been the work of a first AD and for 6 months because I couldn't have a first AD. So it's just it's very challenging, because you have to carry a lot and you have to really fight and battle. But then it also, maybe if I can say something good about it, then you really have to know why you make the films. You really have to, you have to be so determined. You cannot be lazy, or you cannot be like a bit, like uncertain. You have to really fight. And it's, I guess it's a good way of, being very focused and find a creative energy that you need to make films. For sure, I never get bored on my films. I don't have time for it. It's always really a challenge. But then the difficult thing about it is that the risk is that if you spend too much time struggling with the budget, at some point, my fear is to forget why I'm making this film. If you spend so much time working on each line of the budget for months and months, you have to make sure you remember, where it comes from, and that you don't, and to still connect with the reason why you made the film. For me, for this, for instance, the music is very helpful. When I feel I've spent too much time on budget and on the stressful side of, making a film, just listening to the music that I want to use for the film, it immediately reconnects me with where the film comes from and what I want to do it. And that helps really a lot. Hola. Y cuando hiciste la película Edén... Can you raise your hand? Por aquí. Cuando hiciste la película Edén, que retrata la... Okay, thank you. Thanks. It's because the lights... Ya me he perdido. Cuando hiciste la película Edén, que retrata la escena electrónica francesa de la época, me vino a la cabeza varias cosas. Por un lado, haces un retrato íntimo, creo que de la historia de tu hermano, que era DJ,
y por otro lado atrapabas un poco todas las dificultades del momento, las luchas, y sobre todo hacías un retrato íntimo, pero a la vez tenías que plasmar un poco la época, ¿no? Entonces, el problema que tiene este tipo de trabajos es que es muy fácil dejarse llevar por el espectáculo, las luces, el color, la fiesta, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, a mí me gustó mucho cómo pudisteis enfocar una historia íntima en una historia que era como no sé cómo explicarlo, poliéndrica, ¿no? Las drogas, las fiestas, los viajes, el tipo de gente, los productores, etcétera, etcétera. Me parece un trabajo muy interesante. Lo que te quería preguntar, aparte de este rollo, era un poco, ¿te basaste casi todo lo que es el guión en la historia de tu hermano concretamente, o pudiste escoger trozos de personas, te documentaste, etcétera, etcétera? Porque la película está muy bien situada en el tiempo, en el momento, y retrata muy bien ese momento. Est-ce que vous vous êtes centré sur l'histoire de votre frère seulement, ou est-ce que vous êtes documenté par ailleurs, que vous avez recherché par ailleurs, parce que le film reproduit très bien cette époque? Le film s'inspire de la vie de mon frère. Il a d'ailleurs écrit beaucoup de scènes avec moi. Et il a été présent tout au long du film. C'est le seul film que je n'ai pas écrit seul et sur lequel j'ai été accompagnée comme ça. Il a vraiment été avec moi tout du long. Donc oui, c'est à la fois un film qui s'inspire beaucoup de sa vie, mais c'est aussi un film très documenté. Un peu comme, mais tous mes films, ils peuvent avoir ce côté, je dirais pas documentaire, mais à chaque fois que je fais un film sur un thème, ça m'intéresse de plonger dans ce monde et de le documenter. Mais c'est vrai que sur Eden, on a fait un grand travail ensemble de replonger dans toutes les archives de cette époque et d'aller chercher vraiment une certaine musique, certains décors, certains personnages. On a vraiment essayé de faire revivre cette époque que mon frère a vécu. Il était vraiment au cœur de cette scène et moi je l'ai vécu en tant que témoin parce que j'étais sa petite sœur et mon frère a 8 ans de plus que moi, donc moi quand lui faisait ses fêtes, il avait 20 ans, j'avais 13 ans et j'allais à toutes ces fêtes, donc c'était à la fois, le film il vient à la fois de son regard à lui sur cette histoire, mais aussi de mon regard de petite sœur sur son histoire. Última pregunta. On voit ça dans le film aussi, non? Votre regard de petite sœur, quand je joue le piano. Bonjour, salut, c'est ici. Merci beaucoup pour vos films. On était très important pour moi comme réalisatrice. Et je voulais vous demander comment c'était votre relation avec l'équipe, les directeurs de photographie ou les sons. Comment vous travaillez? Ils commencent à travailler avec vous au début de la création ou c'est juste à la fin? Et vous travaillez avec les mêmes personnes ou vous changez? On peut savoir ça. Merci. J'ai fait beaucoup de films avec un chef opérateur, j'en ai fait 4, peut-être avec lui, qui est Denis Lenoir. C'est un chef opérateur que j'aime énormément, qui est beaucoup plus âgé que moi, mais j'ai une relation avec lui depuis très longtemps, parce que je l'ai rencontré quand j'ai tourné dans le film fin août, début septembre, donc je le connais depuis que j'ai 17 ans. Et on est restés liés, et je l'ai retrouvé bien des années après, quand j'ai fait certains de mes films. En fait, je crois que le premier film que j'ai fait avec lui, c'était Eden, et il a fait un travail formidable sur ce film où on n'avait pas du tout de moyens, mais il a réussi à faire quelque chose vraiment je trouve, très étonnant. Après, j'ai travaillé avec des différents chefs opérateurs pour différentes raisons, notamment j'ai travaillé avec Hélène Louvard en Inde sur Maya, et Hélène Louvard, c'est une très grande chef-op, c'est vraiment merveilleux aussi de travailler avec elle. Là, le prochain film que je fais, c'est encore une autre chef-op que j'ai rencontrée d'ailleurs sur Maya, qui s'appelle Claire Maton, une grande chef-op aussi dont j'aime énormément le travail. Donc j'ai pas, contrairement à ma script, qui est toujours avec moi depuis le début, et ma monteuse, pour la chef-op, pour le son, j'ai travaillé avec différentes personnes.
Je suis un peu partagée sur cette question parce qu'à la fois je trouve ça super important d'avoir des gens dans l'équipe qui sont toujours proches de vous, d'avoir une équipe des fidèles, ça aide énormément par rapport à toutes les difficultés de faire des films, mais je trouve que c'est aussi important d'être capable de changer. Et c'est vrai aussi pour les producteurs d'ailleurs, de ne pas s'enfermer dans quelque chose où on reproduit toujours la même chose. Je trouve que ça donne aussi parfois un nouvel élan de commencer une nouvelle relation avec un nouveau chef-op ou un nouvel ingénieur du son. Voilà, donc je dirais que c'est les 2 personnes que j'ai jamais pu changer, vraiment, qui sont des fidèles avec qui j'ai une relation trop forte pour les changer, c'est vraiment ma monteuse et ma script. Mais pour les autres, j'ai toujours des très bonnes relations avec eux, mais ça m'a pas empêché de parfois travailler avec des personnes différentes. Voilà, pues un aplauso. Merci beaucoup. Merci.